Dans l'actualité ce soir, il n'y a toujours pas de traces de l'otage et des auteurs de l'attaque à la mine de manganèse de Tambao. Dans cette édition, notre reporter revient sur les conditions de l'attaque. À suivre également dans ce journal la célébration de la fête de Pâques. La résurrection du Christ, selon la chrétienté, est vécue par les fidèles comme le commencement d'une histoire nouvelle et la pierre d'angle de leur foi. Images et témoignages. À Koualou, à la frontière entre le Burkina Faso et le Bénin, le gouvernement lance des travaux d'électrification. L'occasion faisant le larron, une campagne de délivrance des cartes nationales d'identité au profit des populations a été également lancée. Nous parlerons de sport dans ce journal avec les résultats de la 23e journée du championnat national de football de première division joué samedi, mais aussi de la CAN 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Vous le savez, depuis hier, dans la matinée, des hommes armés ont attaqué la mine de manganèse de Tambao dans le nord du Burkina. Dans l'attaque, ils ont blessé grièvement un gendarme et enlevé un expatrié chargé de la sécurité de la mine de Tambao. Pour l'instant, pas de traces de l'otage et des assaillants. Issa Lankwande, notre reporter, réagira dans ce journal sur les faits. En attendant, les chrétiens du Burkina célèbrent ce dimanche la fête de Pâques, la plus grande fête de la chrétienté. Elle célèbre la résurrection du Christ pour les chrétiens. Pâques est considéré comme le commencement d'une histoire nouvelle et la pierre d'angle de leur foi. La nuit dernière, les églises évangéliques de la ville de Ouagadougou n'ont pas désempli. Prières et adorations ont été les actes les mieux partagés. Bouma Nebié, Nathalie Sawadogo. C'est dans cette ferveur que les églises des Assemblées de Dieu célèbrent ce jour 5 avril 2015 la fête de Pâques, la résurrection de Jésus-Christ. Pour nous, évangéliques, la fête de Pâques, c'est en fait de célébrer la victoire triomphante du Seigneur Jésus qui a vaincu la mort. Il est ressuscité et c'est par cette résurrection que nous pouvons dire il est mort pour le pardon de nos péchés, il est ressuscité pour notre justification et cela nous donne une espérance vivante. Pour nous, c'est la fête du tombeau vide, parce que Christ est ressuscité à cette date-là et le tombeau est vide. Mort et ressuscité, Jésus-Christ l'a fait pour sauver l'humanité. C'est pourquoi, au cours de la célébration, les premiers responsables des temples invitent les fidèles protestants à ne cesser de le louer pour toutes ses œuvres salvatrices. Nous mettons l'accent sur la joie. C'est pourquoi nous chantons, nous célébrons Jésus-Christ de tout cœur. Voilà, donc nous invitons le peuple vraiment à se réjouir avec nous à cette occasion. Nous ne sommes plus sous l'emprise du diable, mais nous sommes sous la main de Dieu qui nous conduit paisiblement vers son royaume. Pour moi, mon Sauveur est ressuscité et la vie éternelle m'est donnée par sa grâce. Et j'ai le salut en Jésus-Christ et je vis la vie de foi par la victoire de Jésus-Christ acquise à la croix pour moi. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous et bien plus, il est ressuscité pour notre justification. C'est pourquoi nous fêtons Pâques et vraiment nous le disons, parce que Christ est mort, parce que Christ est ressuscité, nous sommes devenus le peuple, les enfants de Dieu. La célébration de Pâques est aussi une opportunité pour les églises des Assemblées de Dieu de prier pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. On reste avec Nathalie Sawadogo pour évoquer la célébration de Pâques chez les catholiques à la cathédrale de Ouagadougou. Venir à la nuit de Pâques pour les nombreux chrétiens qui ont pris d'assaut le lieu de culte, c'est essentiel, même pour ceux qui ne sont pas très pratiquants. On suit son reportage. Les fidèles chrétiens de toutes les paroisses du Burkina Faso, à l'instar des fidèles du monde entier, ont fêté la résurrection du Christ. À la cathédrale, c'est autour du cardinal Philippe Ouedraogo que les fidèles ont chanté et loué la victoire du Christ sur la mort. Même ferveur à l'église Saint-Marc, située dans le quartier non loti de Somgandé.
Ici, la messe a été célébrée par l'évêque auxiliaire Léopold Médard Ouedraogo. C'est comme le pape l'a dit, les évêques et les prêtres doivent chercher le plus petit des points pour toucher les gens, les cœurs des gens. Depuis qu'il est évêque auxiliaire, c'est sa première fois qu'il vient ici pour la messe. Et c'est une bonne chose pour nous. Bon, on souhaite la paix au Burkina Faso et nous souhaitons bonne guérison à tous les malades. La résurrection du Christ est un message d'espérance dont les chrétiens sont bénéficiaires. Le cardinal, dans son homélie, invite les fidèles chrétiens et toutes les confessions religieuses à se mobiliser pour promouvoir le dialogue interreligieux. Pâques est la victoire de la vie sur la souffrance, sur le péché et la mort. Les chrétiens, unis aux autres croyants, tels les adeptes de la religion traditionnelle, les musulmans, les protestants, ainsi qu'aux hommes de bonne volonté, tous devraient se mobiliser pour promouvoir le dialogue interreligieux et des actions concrètes au service de la vie, au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Il s'insurge également contre les grands maux et fléaux qui mettent en danger le monde. Notre monde dit moderne, au-delà des progrès scientifiques remarquables, reste incapable, impuissant face à la mort et aux forces du mal. Un certain lobby mondial exerce sur les plus petits et les plus pauvres de notre planète une certaine culture de la mort et une véritable dictature de la pensée unique qui voudrait imposer à tous des non-valeurs préjudiciables pour l'avenir de l'humanité. Exemple, le terrorisme aveugle qui tue les innocents, l'euthanasie, l'avortement, les mariages homosexuels, la théorie du gender equality, égalité des sexes, les programmes de la santé sexuelle et reproductive, et j'en passe. En cette nuit sainte de Pâques, l'église famille est dans la joie car des nouveaux baptisés sont nés. Ce fut une occasion pour les fidèles de renouveler leurs engagements baptismaux. Son éminence invite les fidèles à vivre davantage la vie de Jésus, l'évangile, et cela dans la fidélité et dans l'amour. Dans le sud-ouest du Burkina Faso, loin de la cathédrale L'Enfant Jésus de Gawa, la communauté catholique de base de Boussera a aussi célébré la Pâque. Fait majeur de la célébration dans cette bourgade, le baptême de 14 personnes, parmi lesquelles une nonagénaire, Soumami Soumé, qui a pris Marie comme nom de baptême, est originaire du village de Kouloumpoujoura. Christophe Da nous raconte ici cette formidable histoire. Ce dimanche de Pâques, les chrétiens du monde entier célèbrent la résurrection de Jésus, comme c'est le cas dans la famille Sommé à Kouloundjoura, dans le département de Boussera. Mais dans ce ménage, reconverti au christianisme depuis peu, la fête aura une coloration particulière. Pour raison, le mariage et le baptême du chef de ménage et le baptême de sa mère Sommé Soumami, dite Marie. Marie est une candidate au baptême, pas comme les autres. C'est une veuve du 4e âge. Nous l'avons trouvée dans la cour familiale à quelques heures du baptême, attendant l'heure de la messe avec impatience. Vous savez, mon mari était un grand féticheur très renommé. Mais après son décès, je suis devenu catholique, ce qui est un très bon choix. J'avoue que j'ai hâte d'être à l'église pour recevoir mon baptême. Un peu plus d'une heure plus tard, à la chapelle de Boussera, aux côtés de 13 autres aspirants, la nonagénaire peut enfin avoir le baptême qu'elle attend depuis 4 ans. Je me sens libérée et je suis très contente de ce baptême. C'est une purification intérieure qui m'a beaucoup soulagée. Durant les 4 ans, elle est assidue, elle vient à l'église. Et comme c'est une personne âgée là, elle ne peut pas mémoriser comme les jeunes peuvent mémoriser la catéchèse. Donc en ce moment, elles viennent, c'est la présence qui fait, qui affirme qu'elle a la volonté
sa présence. Du haut de ses 93 ans, Marie exprime fièrement son plaisir de commencer une nouvelle vie, ce qui ne manque pas de rappeler que pour se convertir à une religion, il n'y a pas d'âge. Pour le baptême, c'est de 0 à 120, 200 ans. À tout âge, on peut renaître de l'eau et de l'esprit. Et pour cette femme, c'est vraiment une renaissance et vous avez vu sa joie pendant la célébration. Née en 1922, Marie est mère d'une fratrie de 6 enfants et arrière-grand-mère. Malgré le poids de l'âge, elle compte continuer de travailler pour raffermir davantage sa foi chrétienne après son baptême. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Le gouvernement de la transition lance des travaux d'électrification à Koualou, à la frontière entre le Burkina Faso et le Bénin. Koualou est une zone frontalière et hier, le ministre de l'Énergie et celui de l'administration territoriale étaient dans la localité pour l'événement. L'occasion faisant le larron, une campagne de délivrance de cartes nationales d'identité au profit des populations du Koualou a été lancée. Abdelaziz Yadibou, Jean Zongo. Au rythme du Ditanier, réaffirmant la fibre fraternelle, Koualou entame son ascension vers la sphère des localités bénéficiant de tous les atouts liés à la disponibilité de l'électricité. Environ 400 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée par le gouvernement burkinabé pour que ce rêve tant caressé par les habitants de ce village frontalier devienne réalité. Un village situé à une quarantaine de kilomètres de Pama dans la Kompianga, où cohabitent pacifiquement communautés burkinabè et béninoises. La localité de Koualou a été sélectionnée non seulement pour apporter de l'électricité aux ménages du village, mais aussi pour élargir l'offre des services d'électricité aux activités productrices qui se développeront certainement dans la zone vu sa proximité commerciale avec le peuple frère de la République sœur du Bénin. Les travaux consisteront en la construction d'une ligne électrique moyenne tension allant de Nadiabou, le poste de police frontalier, à Koualou sur une longueur de 22 km et en l'implantation de 2 postes de transformation de 100 kVA permettant d'alimenter 130 abonnés d'ici la fin septembre 2015 à travers un réseau de distribution basse tension totalisant une longueur de 9,4 km. Dans un délai de 6 mois, Koualou doit être raccordé au réseau national interconnecté. Le Fonds de développement de l'électrification, qui amorce ainsi officiellement les raccordements successifs de 10 autres localités du pays, promet veiller au grain. Le choix de l'entreprise n'a pas été un hasard, parce que c'est une entreprise qui a une forte expérience et qui est un habitué, pas des situations difficiles, mais qui a une certaine expertise en termes de mobilisation d'équipes et de matériel, et qui sait mesurer en fait les enjeux qui entoure en fait cette électrification-là, pour tenir compte de la sensibilité de la zone. Au matin de ce samedi 4 avril, les habitants de Koualou avaient toutes les raisons de s'égayer. En attendant l'ouverture d'autres chantiers dans les jours à venir, tels la construction d'un CEG et le tracé d'une voie menant à Nirgou, un village voisin, Koualou s'est vu embarquer dans le train de l'opération de délivrance massive d'actes de naissance et de cartes nationales d'identité burkinabè. Quelqu'un qui n'a pas de pièce d'identité, il est dans une situation de précarité. Celui qui n'a pas d'acte de naissance, il est également dans une situation de précarité vue sous l'angle juridique. Et donc, en le faisant, c'est pour faire en sorte que les populations dans cette localité et dans les environnants puissent effectivement améliorer les statuts des citoyens. Nous sommes contents du gouvernement de la transition qui a bien voulu réagir positivement et avec promptitude à nos doléances. Avec tous ces investissements, nous nous sentons maintenant en sécurité, surtout avec la proximité de la gendarmerie. Promesse faite en décembre dernier, ici même à Koualou par le ministre en charge de l'administration territoriale, promesse tenue. Auguste Denis Barry est de retour avec dans les mains les clés d'une ambulance pour les services sanitaires du village. Une action concertée du gouvernement de la transition qui, à travers le ministère en charge de l'agriculture, a aussi remis aux populations de la zone 10 tonnes de céréales. Zone litigieuse autour de laquelle les autorités béninoises et burkinabè multiplient les concertations. Koualou est un village reculé du Burkina où les populations aspirent au bien-être.
D'où cet engagement du gouvernement burkinabé à investir dans des réalisations socio-économiques à leur profit. On écoute le ministre de l'administration territoriale, Auguste Denise Barry. Cette zone est déclarée zone à statut particulier et de ce fait-là, l'accord qui a été signé entre le Burkina et le Bénin, accord de compromis, précise qu'aucun investissement ne peut se faire sur cette zone-là de façon unilatérale. En revanche, tous les investissements qui s'y font, parce que c'est quand même des populations qui sont ici, elles ont besoin également d'investissements pour améliorer leurs conditions de vie. Et de ce point de vue-là, c'est de façon concertée que les investissements doivent avoir lieu. Il y a eu la tenue d'un comité mixte de gestion concertée de cette zone qui s'est tenue il y a quelques semaines de cela au Bénin. Et donc tous ces aspects-là ont fait l'objet d'évocations là-bas et nous investissons de façon concertée avec nos homologues du Bénin. On me signale que l'élément de Issa Lankwandé, notre reporter sur les lieux de l'attaque de Tambao, est prêt. Vous le savez, hier dans la matinée, des hommes armés ont attaqué la mine de manganèse de Tambao dans le nord du pays. Dans l'attaque, ils ont blessé grièvement un gendarme et enlevé un expatrié chargé de la sécurité de la mine de Tambao. Pour l'instant, pas de traces de l'otage et des assaillants. On suit les faits avec Issa Lankwandé. À notre arrivée sur les lieux aux environs de 17h30 ce samedi 4 avril, ce véhicule, aux vitres brisées et portant plusieurs impacts de balles. À l'intérieur, ces taches de sang témoignent de la violence de l'attaque. Le véhicule qui regagnait la base après sa ronde de surveillance a été pris possible ici, à l'entrée du village de Debanga Timbososo. À bord, il y avait 3 occupants, dont 2 Burkinabés et un expatrié européen. Le bilan, un gendarme grièvement blessé et l'expatrié, un responsable de la sécurité sur la mine, enlevé. C'est le conducteur, légèrement blessé, qui donnera l'alerte aux forces de l'ordre qui prendront en chasse le véhicule des assaillants qui a pris la direction de la frontière située à une vingtaine de kilomètres. Maïmouna Ouedraogo est employée sur le camp de la mine de manganèse de Tambao. Elle était de service lorsque le conducteur blessé est arrivé à la base. Moi, j'étais de façon pour travailler. J'ai vu Abdullah quitter au camp, son pied est blessé. En ce temps, nous, on a levé les tenues, on a couru. Et tu as eu peur? Oui, j'ai eu peur. En arrivant à la maison, on m'a parlé, je ne pouvais pas pour parler, j'ai entendu pleurer seulement. Elle était blessée ici. Les blancs qu'on a amenés, on n'a pas vu les blancs là. C'est les gendarmes là encore, on n'est pas nous amenés devant nous. On dit qu'elle a blessé, on l'a amenée à Ouaga. C'est Sofia là seulement qu'on a amené au cas. Les populations de la localité qui ont été informées de l'attaque vivent depuis son annonce dans une peur et espèrent des autorités le renforcement des mesures de sécurité dans la zone. C'est inquiétant parce que c'est presque dans le village, et c'est dans le village même. Tout ce qui arrive autour des villages va arriver dans le village. C'est une très grande surprise pour nous parce que les gens se promènent comme ils veulent, la liberté, et puis voilà, un coup comme ça arrive. Avant là vraiment, ça allait, mais maintenant là, ça commence à nous faire peur. Puisque après enlèvement de blancs, peut-être ça serait enlèvement de noirs aussi. Ça a été triste. Et vraiment, de la manière où la population était soude, tellement dissous, ils ne savent même pas comment dire. Il y avait même des gens qui demandaient depuis ce matin, depuis hier matin, comme ça, si on n'a pas de nouvelles avec ce mauvais truc-là. L'état d'esprit de la population, vraiment, il réclame à l'État de leur faire une sécurité très importante. Les forces de défense et de sécurité déployées sont toujours à la recherche des assaillants qui se sont volatilisés. À Bobo Dioulasso, après 5 mois de fermeture, le palais de justice reprend ses activités. Les usagers qui attendaient impatiemment cette reprise sont revenus. Comment les justiciables et acteurs de la justice ont vécu cette reprise? Christine Koulibaly. Joséphine Koulibaly est enseignante à Solenzo.
Et depuis le mois de décembre, que d'aller-retour entre cette ville et Bobo-Dioulasso afin d'établir un casier judiciaire pour complément de dossier. Ils ont donné une date de délai, il faut envoyer ça pour qu'on envoie. J'ai essayé d'expliquer ça à mon inspecteur. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Quand ils vont commencer à travailler, quand j'aurai ça, d'amener, il va envoyer ça. Cet autre agent de la fonction publique a dû également solliciter l'indulgence. On avait besoin de ça pour déposer au niveau du ministère de l'Agriculture. Bon, comme eux aussi, ils savaient qu'il y avait un problème à Bobo, ils nous ont compris, on avait déposé les dossiers sans les casiers judiciaires. Contrairement à eux, certains usagers du palais de justice de Bobo-Dioulasso ont vu des opportunités leur filer entre les doigts, faute de pièces requises. Lorsqu'ils ne travaillaient pas, ça privait les jeunes à faire le concours ou bien à déposer quelques trucs là, les dossiers dans des activités. Quelle qu'en soit la couleur, bon, on peut faire des marches simples, mais aller saccager, maintenant vraiment ça nous revient à nous-mêmes quoi. Moi je vois que c'est pas normal, donc on a qu'à essayer de revoir ça quoi, ça nous met trop en retard. Inutile donc de dire que les activités ont repris sur des chapeaux de roue. Au niveau du casier, comme vous le savez bien, on a fait à peu près 5 mois sans fonctionner. Donc vraiment l'affluence, vous avez constaté ce matin. Voilà, donc on a de l'affluence, mais avec l'organisation, au niveau du service, on arrive quand même à satisfaire les justiciables. Cette reprise concerne l'ensemble de l'appareil judiciaire. Nous avons repris à fond. Les justiciables ont été informés de la reprise. Donc nous avons connu un engouement notamment pour les demandes de casier judiciaire et les certificats de nationalité. Et au niveau des maisons d'arrêt aussi, les détenus qui étaient en attente de jugement s'inquiétaient de leur sort, mais nous les avons aussi rassurés de la reprise. Nous avons aussi géré le sort des inculpés, ceux qui relevaient des cabinets d'instruction. Et effectivement, pour les requêtes, les portes sont ouvertes, les justiciables aussi viennent à nous déjà. Quelques innovations sont même introduites pour barrer la route aux tentatives de corruption. Ce qu'on peut citer comme innovation principale au niveau du certificat de nationalité, c'est essentiellement la suppression du lot de personnel. À l'époque, je veux dire dans l'ancien site, on avait un lot de justiciables et un lot de personnel. Donc, ça dit que si vous êtes de la maison, vous déposez votre certificat dans le lot du personnel et ça peut sortir bien avant le lot des justiciables. Et ce faisant, donc, les justiciables qui viennent, généralement, ils viennent très pressés avec des papiers urgents. Donc, ils approchent un collègue qui peut lui rendre service immédiatement ou en tout cas dans un temps réduit. Et comme il y a un lot du personnel, facilement le personnel est tenté de mettre ça dans ce lot pour pouvoir vraiment satisfaire les justiciables. Désormais, personnel de la justice et justiciables sont tous sur le même pied d'égalité et devront attendre le délai d'une semaine pour se voir délivrer un certificat de nationalité. Inutile donc de tenter de corrompre un acteur pour être mieux ou vite servi. À noter que les services du palais de Bobo-Dioulasso sont répartis sur 3 sites essentiellement, dont ce bâtiment situé en face de l'aéroport international de Bobo, route de Orodara, qui abrite le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance, le juge pour enfants. L'ancien tribunal du commerce abrite le siège de la cour d'appel et le 3e site se trouve non loin du lycée Molo Sanou. Et puis sur la situation nationale, un groupe d'organisations de la société civile vient de faire une déclaration. Je vous laisse suivre la teneur de leurs propos avec leur porte-parole, Safiatou Lopez. Déclaration commune des organisations de la société civile sur les menaces à la sécurité de la patrie. Depuis la révolution des 30 et 31 octobre, le peuple burkinabé s'est engagé résolument sur la voie de la reconstruction d'une nation digne, juste et démocratique. Pour y parvenir, des efforts ont été consentis par les forces vives du pays. Conscients que seul l'intérêt suprême du Burkina Faso compte, nous avons accepté de taire nos intérêts individuels. C'est cette conviction qui a guidé les discussions, puis permis l'adoption de la charte de la transition. Ce document qui balise la marche de la transition
a été adopté par les représentants de toutes les composantes de notre société. Force est de constater cependant que de plus en plus des individus mal intentionnés ont entrepris de saboter le processus devant nous permettre de tourner définitivement la honteuse parenthèse que fut le règne de Blaise Compaoré. Ces groupes de personnes clairement identifiées ont déjà adopté leur agenda de remise en cause des acquis de notre peuple, des acquis obtenus dans le sang lors de l'insurrection d'octobre 2014. Plusieurs leaders de la société civile ont ainsi été l'objet de tentatives d'intimidation et de menaces diverses. Ces groupes constitués et soutenus par des forces occultes établies hors du Burkina Faso envisagent à présent de s'en prendre physiquement aux acteurs de la transition en cours. Ils multiplient depuis quelque temps des réunions dans tout le pays. Leur objectif est de créer et de répandre le chaos partout au Burkina Faso. À toutes ces personnes qui ont opté de sacrifier le Burkina Faso dans l'illusoire espoir d'atteindre les intérêts bassement égoïstes, nous leur lançons un pressant et ultime appel. Ressaisissez-vous. La patrie des hommes intègres ne sera à la merci de personne. Le peuple burkinabé, cité en exemple pour son courage et sa tolérance, ne laissera personne l'intimider. Mieux, elle fera usage en temps opportun de tous les moyens dont il dispose pour mettre hors d'état de nuire toute personne qui tentera de remettre en cause les acquis de sa lutte victorieuse contre le régime prédateur de Blaise Compaoré. Au président du Faso, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement, nous lançons un appel afin qu'ils prennent leur entière responsabilité face aux atteintes à la sûreté nationale que projette de commettre ces affidés de l'ancien régime. Le peuple saura vous remercier. Ou alors, à défaut, vous réclamez avec fermeté des comptes en cas de trouble à sa quiétude. Nous tenons à réaffirmer le soutien du peuple burkinabé à l'ensemble des institutions mises en place pour la conduite de la transition. Dans les jours à venir, des actions fortes seront entreprises pour permettre à ces institutions de la République de fonctionner dans la sérénité. Ont signé les 83 associations membres de la coordination de veille pour la bonne gouvernance et la démocratie, la CGVD, le collectif africain pour la renaissance, le CAR, les 53 associations membres du collectif Tous Unis pour une transition réussie, les 300 associations membres du collectif Tous Unis pour une transition réussie, section régionale des Hauts-Bassins, Association pour la promotion de la démocratie et la participation citoyenne APDC, le mouvement M21, le Brassard Noir, le mouvement Gournam Survie, les patriotes du Faso et les observateurs sans frontières. Je vous remercie. Toujours en rapport avec cette situation nationale, Naba Ouedraogo est conseiller technique du ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Vous êtes également notre invité. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Bonjour, monsieur Kindo. Bonsoir, si vous voulez. Au niveau de l'administration territoriale, pour ne pas dire au niveau du ministère, c'est aussi le message de mise en garde, mais aussi un message, un appel du peuple burkinabé à la retenue et au calme. Tout à fait, M. Kindo. Effectivement, je suis porteur d'un message de M. le ministre de l'administration territoriale, la décentralisation et de la sécurité, tendant justement à inviter le peuple à la sérénité, à la retenue, afin que nous puissions conduire avec succès une transition apaisée. Et c'est comme par hasard que le message recoupe avec les préoccupations ressorties dans la déclaration des OSC. Alors, si vous permettez, je vais vous d'abord donner lecture du message. Message du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Malgré les efforts inlassables du gouvernement dans la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, force est de constater que la situation sociopolitique de notre pays reste marquée par des troubles à l'ordre public, des menaces à la sécurité des personnes et des biens et des menaces à la sûreté de l'État. En effet, l'analyse de nombreux éléments d'information à notre disposition laisse percevoir que certains hommes politiques entretiennent des accointances avec certaines organisations de la société civile, notamment certaines organisations syndicales, tendant à saper les efforts et les sacrifices consentis par le peuple burkinabé
et tendant à déstabiliser la transition politique. Ainsi, à travers les réseaux sociaux, les médias ou à travers des campagnes politiques, circulent des messages contenant des menaces à la sécurité des individus et même des menaces contre les institutions. Toutes choses qui constituent des crimes et délits contre la sécurité des personnes et des biens et contre la sûreté de l'État. À titre illustratif, il nous revient de façon récurrente que des sommes d'argent sont distribuées pour inciter les populations à participer aux manifestations et aux mouvements sociaux comme cela avait cours sous l'Ancien Régime. Des SMS contenant des menaces directes à la sécurité de certaines personnalités de la transition ont été enregistrés. Des réunions secrètes au cours desquelles des troubles à l'ordre public sont en préparation se tiennent quasiment au quotidien. Des menaces d'incendie et de saccage du Conseil national de la transition en vue d'empêcher le vote de la loi sur le code électoral sont enregistrées et de nombreux membres de cette institution ont déjà été ouvertement menacés. De toute évidence, ces situations font peser de graves menaces sur le processus de transition et elles sont de nature à troubler le bon déroulement du calendrier électoral. Face à ce climat délétère, marqué par des mouvements et manifestations tous azimuts, et par ces projets d'atteinte à la sécurité des personnes et à la sûreté de l'État, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, premièrement, met en garde, et ce de manière ferme, les instigateurs de troubles et tous les individus aux agendas cachés qui veulent profiter de la situation socio-économique de notre pays pour poser des actes de déstabilisation. Le ministre prévient que si ces personnes ne veulent pas se conduire dans le respect des lois de la République, elles auront alors à répondre de leurs actes. Deuxièmement, déclare qu'à partir de la date de diffusion du présent message, il sera procédé à l'interpellation de tout individu ou tout groupe d'individus qui se seraient rendus coupables de troubles à l'ordre public, d'atteinte à la sécurité des personnes et d'atteinte à la sûreté de l'État. Troisièmement, enfin, le ministre appelle le peuple burkinabé et la nation entière à la vigilance pour éviter que la révolution pour laquelle de nombreux compatriotes sont tombés sur le champ d'honneur ne soit confisquée par des individus mal intentionnés qui utilisent la manipulation et la désinformation pour parvenir à leurs fins inavouées. Ouagadougou, le 5 avril 2015, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, M. Auguste Denis Barry, officier de l'Ordre national. Monsieur Ouedraogo, la porte-parole des collectifs des organisations de la société civile l'a dit, c'est des individus clairement identifiés. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on les connaît et pourquoi on ne procède pas directement à leur arrestation pour des mesures conservatoires? Oui, bien entendu, si le ministre a dit avec certaines précisions que ce sont des gens qui sont connus, ils sont connus. Mais en toute chose, il faut donc d'abord procéder à une sensibilisation, à une mise en garde. Voilà pourquoi, au niveau du second point, il est dit que si ces individus continuaient, naturellement, ils auront à répondre de leurs actes. Ça dit que donc, on est censé les connaître. On est censé également arrêter ce qu'ils ont envie de faire et qui n'est pas bien. Bien entendu. Des dispositions sont prises et au nombre des dispositions participe ce message-là pour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Et quelle sera la suite si d'emblée ces individus continuaient? La suite est contenue dans le message. Si ces individus continuaient, force reste à la loi, l'État prendra ses responsabilités. Parce que, comme le message le dit clairement, on ne peut pas laisser saper les acquis de l'insurrection, parce que tout le peuple burkinabé aspire à la paix, à la démocratie, à la liberté et à la réussite de la transition. Tout le monde sait que si aujourd'hui nous arrivons effectivement à conduire de manière apaisée et réussir la transition vers des élections libres, équitables et transparentes, le cas burkinabé fera école dans la sous-région, dans le continent et pourquoi pas dans le monde. Oui. Et avec l'attaque de Tambao, d'aucuns disent que c'est certainement un agenda caché de certains individus qui ont des intentions inavouées, peut-être inavouables. Est-ce qu'au niveau du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, c'est votre avis? Non, ce n'est pas notre avis, mais nous n'écartons aucune hypothèse. En la matière, toutes les pistes sont à privilégier. Les investigations sont en cours et certainement qu'on sera situé d'ici là. Mais cela me donne l'occasion justement pour en appeler à la vigilance et à la sérénité de tous. Parce qu'effectivement, c'est la première fois dans l'histoire du Burkina que le terrorisme quand même frappe sur notre territoire.
C'est la première fois. C'est donc la preuve, c'est une raison suffisante pour qu'on se ressaisisse, pour qu'il y ait plus de cohésion pour conduire notre processus de transition à terme. Lorsqu'il y a des manifestations à n'en pas finir de façon récurrente, des troubles, mais c'est un terrain fertile pour le terrorisme. Ça, c'est un exemple suffisant pour inviter les consciences des uns et des autres à la retenue. Et si vous me permettez, c'est en même temps l'occasion d'appeler les citoyens de bonne foi à poursuivre la sensibilisation. Parce qu'il y a des gens qui pêchent par ignorance. Parce qu'il faut qu'on s'accorde que la transition a une mission essentielle. Lorsqu'on prend les revendications corporelles, c'est légitime, mais en fait, il ne faut pas demander trop de choses, l'impossible à la transition. La mission essentielle de la transition, c'est quoi? C'est de garantir la sécurité du territoire, des biens et des personnes, garantir la stabilité des institutions républicaines et conduire le pays vers des élections libres, transparentes et apaisées. C'est ça pour l'essentiel. Déjà, si l'insurrection est un acquis politique, il faut aussi reconnaître que l'insurrection a eu un coût économique et social. Il y a des entreprises qui ont été saccagées, etc. Il y a des travailleurs qui sont au chômage. Tout cela, c'est des défis auxquels la transition doit faire face. Donc, il ne faut pas encore la distraire avec des préoccupations qui peuvent attendre le gouvernement qui sera installé à l'issue des élections, qui est là pour 5 ans, 10 ans, voire 15 ans. Oui, c'est ce que mais est-ce que cela ne s'explique pas aussi par le fait que souvent le gouvernement a manqué de fermeté et de tact dans certaines situations où il faut vraiment être ferme et force, comme vous le dites, oui, reste à la loi. Tout à fait, M. Kindo, je vous comprends. On peut penser ainsi, mais il faut avouer que la transition même est le fruit de l'insurrection, n'est-ce pas? L'expression populaire, etc. Ça serait malsain au début tout de suite de prendre le bâton pour soutenir. Est-ce que ça doit donner l'occasion à la pagaille et à la Justement pas, justement. C'est là où nous faisons appel, nous lançons un appel à la population de comprendre que l'insurrection a eu un temps. On ne dit pas de ne pas revendiquer, mais la concertation, le dialogue. Il ne faut pas donc distraire la transition par des manifestations à tout bout de champ, alors qu'il y a des choses urgentes à régler. En fait, c'est ça. Merci à vous, M. Naba Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes conseiller technique du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Vous êtes venu nous parler de la situation nationale. La nouvelle alliance du FASO, c'est la suite du journal, a désormais son récépissé de reconnaissance. Elle peut mener ses activités dans le respect de la légalité. Hier, face à la presse, ses responsables se sont expliqués longuement, mais aussi ont donné leur lecture de la situation nationale dominée par le débat de la révision du code électoral. Ousmane Drabo, Karim Patrick Namouano. Le président du parti Nouvelle Alliance du FASO, Nafa, et ses camarades s'insurgent contre le projet de loi non encore adopté portant interdiction des personnes ayant soutenu la modification de l'article 37 à se présenter aux prochaines élections. Il faut dénoncer une volonté affichée de certains leaders de partis politiques, soutenus par des acteurs de la société civile, de changer les règles du jeu en cours de jeu. Ces velléités antidémocratiques visent à écarter certains candidats aux élections présidentielles, législatives et municipales à venir. Ces amendements discriminatoires, privant des Burkinabés de leur droit d'éligibilité, est une violation flagrante de la Constitution et de la charte de transition. Pour Nafa, tous les moyens républicains seront exploités pour barrer la route à ce projet de loi en cours. L'autre information portée aux hommes de médias est l'obtention du récépissé de reconnaissance du parti Nafa. Ce sésame lui ouvre la voie pour les prochaines élections. Son candidat, Djibril Bassolé, pourrait donc se présenter si le projet de loi ne l'exclut point. Le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès dans le Loroum, remobilise ses militants. Autour de l'ancien maire de Titao, le parti compte ainsi resserrer ses rangs pour des victoires futures. Herman Toé, sur place à Ouaguia. Ils sont venus des 4 coins de la province du Loroum pour participer à cette première rencontre de la section CDP depuis l'insurrection populaire de fin octobre dernier. Tour à tour, les représentants des différentes couches sociales ont pris la parole pour réaffirmer leur soutien et inviter les militants à rester mobilisés autour de leur leader politique, Jacques Boukari Niampa, ancien maire de Titao. À rester mobilisés, comme ils l'ont toujours dit et comme eux-mêmes ils l'ont dit,
rester toujours mobilisés derrière notre leader pour qu'ensemble nous puissions, pour les élections à venir, remporter ces élections, que ce soit au niveau municipal, au niveau législatif et présidentiel. À cette rencontre, les femmes ont réitéré leur engagement à poursuivre le combat pour la victoire de leur parti. On est venu aujourd'hui pour informer toutes les femmes que le CDP vit toujours et que nous allons toujours militer dans le CDP. Nous avons été CDP dans le temps, aujourd'hui nous sommes toujours CDP et nous invitons à toutes les femmes militantes du CDP de rester ensemble dans le parti pour qu'on puisse continuer à bâtir le FASO. Présent à cette rencontre, le représentant de l'ADF-RDA, Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain, a rappelé les liens qui existent entre les deux partis. Et pour lui, rien ne pourrait détruire cette union entre le CDP et le parti de l'éléphant. La rencontre s'est achevée par cette prière pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Quant au MPP, le mouvement du peuple pour le progrès dans la province du Tuy, il est important pour ses militants de se faire enrôler. À Koumbia, le parti était face à ses militants pour les galvaniser et sonner le glas de la mobilisation. Ahadi Sandamba. Avec 104 villages que compte la province du Tuy, ce sont au total 500 structures de base et spécifiques qui ont été mises en place pour le rayonnement du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, dans cette entité territoriale. Et pour cette toute première conférence provinciale du Parti du Soleil Levant, les militants se sont entretenus sur la responsabilité des membres des différentes structures, l'enrôlement biométrique et l'approche électorale. Nous pensons qu'en tant que structure du MPP, il est important que nous donnons suffisamment d'informations à nos militants pour qu'ils soient armés pour mener la lutte. Et au sens théorique comme au sens pratique, avec souvent des exemples à l'appui, les thèmes ont été expliqués aux participants. Pour la délégation du Bureau politique national du MPP, le choix des thèmes n'est pas fortuit. Nous voulons faire la politique autrement. Nous avons dit que c'est un parti de masse. Nous avons dit que c'est un parti de type nouveau. Ce n'est pas les proclamations, les intentions ou les déclarations à l'emporte-pièce. Nous voulons, sur la base de nos ressources, sur la base de notre vision, avec les masses, vraiment voir comment on peut réorganiser l'ensemble de la société. C'est pourquoi donc tous ont appelé au bon fonctionnement des structures de base, gage de toute réussite. Cette conférence a également été le lieu pour la délégation du Bureau politique national de rappeler aux militants du TUI les attentes ainsi que l'objectif principal du parti, à savoir remporter les prochaines échéances électorales. Dans la région des Cascades, des élèves continuent à prendre les cours sous des abris de fortune. C'est ce qu'on appelle les écoles sous paillotte. Il est vrai qu'au départ, ces initiateurs les ont voulu comme solution pour instruire à tout prix. Mais les conditions sont difficiles pour l'apprentissage et l'enseignement dans ces classes de fortune. Draman Kabouré, sur place à Banfoura. Nous sommes dans une des écoles sous paillotte de la circonscription d'éducation de base du département de Wéléni dans la province de la Léraba. Ici, comme dans les 200 autres écoles sous paillotte de la région des Cascades, la situation est peu reluisante pour ces élèves et enseignants obligés de subir les intempéries. Avec la poussière, des fois, vous êtes obligés, après le vent, de nettoyer la classe avant de continuer. En période de froid, il fait énormément froid. La salle n'est pas assez aérée et vous voyez l'exécuté de la salle. En période de chaleur également, il fait plus chaud. En cas de pluie, les élèves, on est obligé d'amener les élèves dans la classe de CP1, soit les amener dans cette classe de CM1. Pour l'année scolaire 2014-2015, il a fallu répondre à la forte demande des parents d'élèves, d'où la nécessité pour les autorités en charge du système éducatif de construire des abris précaires afin d'absorber les enfants en âge d'aller à l'école, soutient le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation des Cascades. Aujourd'hui, les communautés ont compris toute l'importance de l'école et la scolarisation des enfants. À cela, il faut ajouter un phénomène, j'allais dire, de concurrence entre villages,
parce que chaque village veut avoir son école. Les conditions de travail sont loin d'être bonnes pour les enseignants des écoles primaires des localités de Tanigué, Diasso, Kamidougou et Kinga. Entre murs érigés en séco, en chaume ou en paille, ces éducateurs tentent de relever chaque jour les défis de la lutte contre l'ignorance au prix de nombreux sacrifices. Si j'observe les conditions dans lesquelles vraiment j'exerce vraiment mon métier, en fait, ça me pousse vraiment à dire que je regrette. Déception totale. Quand je suis arrivée la première fois, quand j'ai vu les classes, et puis ma classe était la classe que vous avez vue derrière là. C'est là-bas que j'étais l'année passée avec les CP1. En plus de ces difficultés, la cantine scolaire n'est pas encore approvisionnée au 3e trimestre de l'année scolaire. On avait commencé la cantine. Bon, il y a un moment donné, il y a eu une rupture. On a arrêté en attendant. C'est qu'il était en bas pour qu'on puisse commencer. Le taux de scolarisation au primaire de la région des Cascades est de 79%, selon les données de la Direction régionale de l'éducation, alors que celui au niveau national est de 83%. Depuis 2005, un arboriculteur du Kénédougou dispose d'un champ de plus de 1 hectare d'EVA. Il n'a pas encore tiré profit de son exploitation, mais espère jouir de sa place de pionnier un jour. Amadou Lougué. On la connaît surtout dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Libéria. Mais aujourd'hui, la culture de l'EVA est une réalité au Burkina Faso. Paul Ouedraogo fait partie des précurseurs dans l'EVA culture, une aventure qui a commencé il y a 10 ans. C'est en 2005 avec un ami que nous avons essayé d'expérimenter ces champs que vous voyez, avec des graines venues de la Côte d'Ivoire, que nous avons essayé de faire germer, de planter au milieu des bananeraies. Et puis bon, quand ça a grandi, ça a détruit les bananeraies. À la suite, c'est une forêt comme vous le voyez. Avec 200 pieds environ sur un terrain d'1 hectare, certaines plantes ici dépassent déjà 20 mètres de hauteur. Propriétaire d'une bananeraie de 10 hectares, Paul Ouedraogo est aussi persuadé qu'il peut tirer profit de l'EVA culture. Le projet, c'était de réussir l'essai agronomique. Est-ce que ça marche ou pas? Donc j'ai la réponse, ça peut marcher à condition de faire quelques petits aménagements de départ. Autrement dit, on peut planter des EVA au Burkina dans la zone ouest, dans la zone sud-ouest et dans la zone est. Ça peut réussir. Convaincu également de la justesse d'un tel projet, la société Faso EVA a été créée pour encourager les producteurs à s'intéresser à la culture de l'EVA au Burkina Faso. Quand vous avez 1 hectare d'EVA, vous créez au moins 2 emplois permanents. Au moins 2 emplois permanents. Et nous envisageons, dans les 5 ans à venir, de créer au moins 15 000 hectares d'EVA. Donc multipliez un peu par 2, vous avez 30 000 emplois permanents. Nous n'avons pas encore enlevé une seule goutte de latex, mais nous avons déjà des clients. Des Chinois nous ont rendu visite pour dire qu'ils étaient intéressés pour payer nos produits, pour nous donner des équipements pour la transformation des produits. Mais qu'en pensent les chercheurs de l'INERA, l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles? Le Burkina Faso peut-il vraiment espérer gros de l'EVA? Ces cultures-là sont possibles au Burkina, dans des zones naturellement existantes, celles que je viens de parler. Mais on peut adapter toutes ces cultures dans nos pays grâce aux travaux de recherche de l'INERA. Parce que notre rôle, c'est de faire introduire de nouvelles espèces dans de nouvelles zones où elles n'étaient pas cultivées en leur créant les conditions. Le rendement à l'hectare peut atteindre 2 tonnes de latex, ce liquide précieux qui entre dans la composition de certaines matières en caoutchouc. La matière première indispensable à la Société africaine de pneumatiques provient de l'EVA. Ce serait une formidable opportunité si nous pouvions avoir de l'EVA au Burkina. Si les projets qui sont en cours fonctionnent, nous allons d'ailleurs nous y associer. Bon, je ne suis pas très informée, j'avoue, là-dessus, mais nous sommes prêts à nous associer, à assister, à participer. Nous avons des laboratoires pour que ça puisse se réaliser. Avec un peu de soutien, ces producteurs restent convaincus qu'ils pourront faire du Burkina Faso un pays producteur de l'EVA et éviter ainsi de longues distances à la SAP olympique qui jusque-là importe sa matière première de la Côte d'Ivoire pour fabriquer ses pneus.
Rendons-nous à présent à Bogandé, dans la province de la Nyanya. Nous allons assister à la sortie des masques, occasion où le sacré domine. L'événement est annuel, une opportunité pour implorer les manes des ancêtres dans la protection du village et des habitants. Dans un environnement marqué par le modernisme, où les jeunes ont d'autres préoccupations, comment arriver à préserver les rites et valeurs traditionnelles? La réponse avec Karim Patrick Namwano. Le tam-tam sonne le ralliement des masques à Dekperigou au secteur numéro 1 de Bogandé. Comme dans Batouala de René Maran, le tam-tam parle. Chaque son est un mot et le rythme des phrases. Ce sont des codes compris des... D'où sortent-ils? Mystère. Leur origine remonte à des générations et leur rôle social est multiple. Les masques protègent, soignent et portent chance à la population à chacune de leurs sorties. Ce sont nos protecteurs. Les youyous des femmes accompagnent toujours leurs sorties. Cependant, aucune femme ne porte le masque. L'autre moitié du ciel a tout de même sa place. Ces grands masques noirs sont des épouses. Ceux-ci en rouge, des époux. Et voici enfin le fruit de leur union dans la mythologie Goulmanché. Les masques noirs sont dépositaires de toute la force mystique et guident les autres un peu comme un président. L'univers des masques s'entoure toujours de mystères auxquels les prises de vue sont interdites. Les manes des ancêtres veillent, leurs esprits codifient tous les rites et les pas de danse obéissent à des règles. Les coups de fouet administrés conjurent les mauvais sorts et exorcisent les lieux. Les coups donnés apportent la santé. Ceux qui les reçoivent n'ont plus besoin de s'inquiéter pour leur santé. Ce masque, à moitié déguisé, est porté par le neveu de la famille. Tout lui est permis. Son jeu favori, que demander? Amuser les enfants. Mais le côté ludique cède toujours la place au volet ésotérique où le sacré domine. Non loin de là, l'aspect festif a tous ses droits. La boisson locale et d'autres alcools coulent à flot. Toutes les générations s'y retrouvent. Les jeunes, garants des valeurs traditionnelles dans le futur, prennent goût à cet environnement. Les parents s'interrogent sur leur capacité à conserver ces us et coutumes. Nous espérons que les jeunes vont préserver cette richesse culturelle transmise de génération en génération. Les masques vivront car nous partageons les secrets avec les jeunes. L'année prochaine, les masques sortiront, préservant toujours leur mystère. Mais jusqu'à quand ces valeurs traditionnelles seront-elles valorisées et protégées? L'avenir nous le dira. La page de sport de ce journal, je reçois Ruth Bini Ouattara. Bonsoir Ruth. Bonsoir Fousseni Kindo. Avec vous, nous parlons d'abord de la première manche de la 23e journée du championnat national de football division 1, jouée hier samedi dans l'après-midi. Voilà, donc Fousseni Kindo, vous l'avez dit, la première manche s'est jouée hier samedi et il faut dire que cette manche a été très prolifique. On a enregistré 13 buts en 5 matchs, soit une moyenne de 3 buts par match. Nous allons voir tout cela en image avec Jérôme Tiendrogo. Déplacement au stade municipal de Ouagadougou, le RCB a étrié le Santos FC 4-0 grâce à 2 doublés de Joseph Débé et Banou Diawara pour occuper provisoirement la tête du championnat avec 43 points. Après une longue série de matchs nuls, Sonabel s'est fait peur quand Lionel Kaboré égalise en réponse à l'ouverture du score de Seydou Sanou avant de signer une courte victoire 2-1 par Herman Sawadogo devant Canon du Sud en première opposition au stade du 4 août. En seconde opposition, Mohamed Ouattara, Francis Kaboré et Romaric Pitroapa permettent à l'étoile filante de Ouagadougou de maintenir la pression dans le trio de tête en dominant Bobo Sport 3-0. Bonne affaire également pour Bakary Ouattara et le BPS qui se sont imposés 1-0 devant l'Asfa Yenenga à Koudougou. Majestic de Saponé a pris le dessus sur les fonctionnaires de Bobo 2-0 sur 2 réalisations de Alifa Sedogo et Asamadou Sawadogo à Pau.
Voilà donc Fousseni, ces résultats ne sont pas donc sans conséquence sur le classement. Le RCB est leader provisoire en attendant le match de l'USFA prévu pour demain. L'EFO aussi prend momentanément la seconde place au classement et le BPS de Koudougou gagne au moins une place au classement en attendant le match de COSAF qui sera joué demain à la faveur de la seconde manche de cette 23e journée. Comme je vous le disais, donc, les affiches se présentent comme suit. Vous aurez au stade municipal de Ouagadougou, sous le coup de 16h, la rencontre COSAF Union sportive des forces armées. Et au stade du 4 août, il y aura 2 rencontres. À 16h, le match RCK Banqui Sport. Et à 18h, l'USO sera face à l'USCO de Banfora. Ruth, nous parlons aussi de la CAN 2017. Voilà, donc le tirage au sort pour les éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 va se dérouler ce mercredi 8 avril au Caire en Égypte. Ce sera aussi l'occasion pour la CAF de faire connaître le pays qui va abriter la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Voilà donc pour ce qui était de l'actualité sportive. Merci à vous, Ruth Bini Ouattara. Vous restez avec nous. Une page triste dans cette édition. L'acteur Mathias Bailly, décédé ce 3 avril des suites d'une courte maladie, sera inhumé demain lundi autour de 10h à Tenado, son village natal. Mathias Bailly était un acteur dont la présence et la prestance dans les films donnent envie de les regarder. Il a joué dans plusieurs films de Boubacar Diallo, avec les films du Dromadaire, Code de Phénix, Villa Rouge, Congé de mariage et j'en oublie. Mathias Bailly a également servi aux éditions Sidoya entre 1976 et 1993. Il était aussi le président de l'association des donneurs de sang bénévoles du Burkina. Nous présentons à sa famille pleurée nos condoléances les plus attristées. Je vous propose ici un extrait de certains des films dans lesquels Mathias a incarné plusieurs rôles. Le gouvernement est dissous. L'Assemblée nationale est dissoute. On ne peut pas quoi? Commissaire Fofana. Oui, tu as 2. Comment? 2 agresseurs chez vous? Ok. Restez cool avec eux. Essayez de gagner du temps. J'arrive. Voilà, que son âme repose en paix. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.